Bon, écoutez, merci beaucoup à nos intervenants, qui je crois il faut applaudir à nouveau. Merci. Je pense que vous avez compris que l'esprit de la journée, qui n'est pas fini, ne partez pas parce que il faut absolument que vous écoutiez Bruno Hérault, ça va être intéressant. Mais vous comprenez que ce qu'on a aussi voulu vous montrer, c'est qu'on est sans doute au bord d'une révolution scientifique sur les questions des relations alimentation-santé. Vous l'avez vu sur la question du microbiote, vous le voyez sur la question de la nutrigénétique. Vous voyez aussi que cette question de les aliments sont riches en nutriments, plus ou moins, ça suffit absolument pas pour arriver à régler les problèmes de santé. Et donc, l'idée de ce colloque, c'était de vous sensibiliser à aujourd'hui ces nouveaux thèmes scientifiques qui interrogent fondamentalement nos relations à l'alimentation et à la santé. Bruno Hérault est sociologue. Il dirige le Centre d'études et de prospective du ministère français de l'Agriculture à Paris. Il vient de coordonner une vaste étude sur les prospectives alimentaires mondiales. Et donc on lui a demandé, parce qu'on apprécie beaucoup ce qu'il fait et ce que fait son équipe, de nous dire quelques mots de synthèse et de conclusion. C'est, on le sait, une tâche épouvantablement difficile de réagir à chaud à des exposés aussi variés qui partent bien sûr dans tous les sens, mais on lui fait confiance pour nous dire quelques mots finaux. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu. Merci à vous d'avoir accepté de faire confiance à un fonctionnaire pour conclure des travaux de recherche et de chercheurs. Même si je pense qu'on est dans un pays où, au fond, très souvent, les chercheurs ont un complexe d'infériorité politique et souhaitent se rapprocher de la décision de l'État, être contre et tout contre les processus d'élaboration des choix politiques. Et où, inversement, je pense qu'il y a beaucoup de fonctionnaires qui font le complexe inverse et qui aimeraient bien découvrir la vérité, faire œuvre de savoir, de connaissance, et qui passent une partie souvent importante de leur temps à jouer aux intellectuels. Donc je pense que les deux mondes sont au fond beaucoup plus proches qu'on ne le croit. Et je vais essayer de relever le challenge qui m'a été donné, de conclure donc cette journée extrêmement riche. Alors il y avait plusieurs façons de faire. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des notes au vol. Alors, j'en ai maintenant, je vois, une vingtaine de pages. J'ai essayé de structurer tout ça en 10 points principaux. Et je suivrai d'assez près les notes parce que j'ai pas eu, moi, 15 jours ou 3 semaines pour faire un PowerPoint. Donc c'est à la fois non présentable et strictement personnel. Et ça structurera ce que j'aurai à vous dire. J'ai essayé de trouver les convergences, les points communs, les choses que j'ai pu apprendre, confirmer, qui me semblent au fond l'extrait sec, les choses les plus significatives à conserver de cette journée. Donc c'est passé au filtre de mon prisme personnel. Et il se peut fort bien que j'ai retenu essentiellement les choses que je croyais déjà savoir, mais je ne crois pas. Premièrement, je partirai du titre de la journée, je suis ce que je mange. On est ce qu'on mange. Je crois que ça confirme des choses à travers les différents exposés. La faim et la satiété sont les besoins primaires primordiaux. Nous sommes essentiellement des êtres de relations sociales. La relation primitive, primaire à la mer en termes d'alimentation, il a été dit ça plusieurs fois, elle est absolument structurante. Notre rapport au monde est au commencement même un rapport de dépendance essentielle à notre alimentation, à notre corps, à notre tube digestif et puis à ceux qui l'alimentent. Et au fond, vivre, c'est toujours vivre de. Vivre, c'est toujours assimiler des substances externes. Et il y a une sorte de consubstantialité nourricière de l'homme et du monde qui détermine pour toujours, finalement, le rapport qu'on a aux êtres, le rapport qu'on a aux autres, le rapport qu'on a à un monde qui nous nourrit. Et puis, il y a des auteurs comme Corinne Pelluchon, dont je ne sais pas si vous avez lu un des livres récents, Les Nourritures, qui va même plus loin et qui dit que quand on est possesseur de ce cadre analytique-là, la connaissance du processus de fabrication de l'individu à travers son corps et l'alimentation de ceux qui, en l'aimant, le font advenir et le font s'accomplir socialement à travers les gestes comme ça de nourriture, eh bien, on peut transposer ce raisonnement et se dire qu'on est aussi nourri d'air, on est nourri de travail, on est nourri de relations, on est nourri de villes, on est nourri de paysages.
de chaleur, d'odeur, de sensation. Et je vous invite à prolonger ce premier point par cette lecture, parce que je crois qu'il y a un cadre analytique qui, au-delà de la nourriture terrestre qui nous produit la satiété, il peut y avoir un cadre d'interprétation de ce que peut être aussi le développement durable aujourd'hui, l'écologie et le rapport aux ressources, qui ne sont plus du tout des stocks, mais qui sont des façons de faire vivre des individus. Deuxième remarque, c'est qu'au-delà de « je suis ce que je mange », moi aussi, j'ai aussi beaucoup entendu « on mange comme on vit ». Alors, ça c'est plus sociologique, mais on mange comme on vit, on nous a dit on mange comme on vit en tant que riche ou pauvre, on mange comme on vit en tant que jeune ou vieux, en tant qu'éduqué ou moins éduqué, en tant qu'urbain ou rural, et puis surtout on mange comme on vit en Chine, au Mexique, au Cameroun, et je crois qu'il est toujours bien de faire des détours. Ballandier avait écrit un livre en 85 qui s'appelait Le détour. Le détour anthropologique est toujours une façon de s'enrichir, de se cultiver, de se comprendre soi-même, à l'heure où notre pays, au fond, craint autant la mondialisation qu'il passe de temps à se croire au centre de la mondialisation. Il y a un vrai paradoxe là, mais on aime toujours ses peurs. Hein. On a eu la confirmation aujourd'hui qu'il y a une pluralité des mondes. On a eu la confirmation que, au fond, tout n'est pas alimentaire dans l'alimentaire et que quand on ingurgite un aliment, on se nourrit aussi d'un système social, d'une histoire, d'une tradition, d'un système culturel, etc. Ça a été dit dans le rapport de la belle-mère à sa fille, quand on lui dit « oui, mais le millet, c'est votre santé, est un fait alimentaire historique ». Voilà. Alors, je ne sais pas si ça a facilité ses relations avec son enfant, mais ça a ajouté du sens à un acte de nourriture. Ce que j'ai compris ou entendu aussi aujourd'hui, troisièmement, c'est qu'on est dans une société de risque, une société du risque, à la Ulrich Beck, 86. Peretti Vattel était cité à l'instant par un autre exposé. Et il y avait le risque ce matin avec Monsieur Le Cerf, il y a eu du risque avec le ventre, un cerveau comme un autre, parce qu'on sent arriver un risque microbiotique après avoir eu des risques macrobiotiques. Il y avait du risque de toute évidence dans la façon de se nourrir, au Mexique, au Cameroun, etc. Et je pense que c'est important d'avoir ça en tête parce que notre société est complètement paradoxale de ce point de vue-là. Elle est de moins en moins dangereuse et elle est de plus en plus risquée. On n'a jamais aussi bien mangé et on n'a jamais eu autant le sentiment de risquer en mangeant. On n'a jamais été autant pris dans ce paradoxe de Tocqueville qui disait plus les inégalités régressent et plus les inégalités qui subsistent paraissent insupportables. Donc en gros, moyennant les précarités, pauvreté, malnutrition considérables et les inégalités qui résistent fortement, on nous a dit aussi constamment aujourd'hui, on n'a jamais aussi bien mangé, on n'a jamais aussi bien contrôlé, il n'y a jamais eu aussi peu de risques, mais au fond, il y a toujours cette possibilité de repousser constamment et de raffiner constamment ce que serait le mal manger, alors même que le bien manger ne cesse de l'envahir. Et c'est parce que nous mangeons de mieux en mieux, en fait, que nous repoussons constamment les limites de notre sensibilité au mal manger. Sous toutes les latitudes, ça a été dit aujourd'hui, dans toutes les parties du système social. Et j'ai eu le sentiment qu'on était, avec l'exposé qui a été fait sur le microbiote, en train d'inventer depuis quelques années, parce que c'est très récent au fond, cet intérêt scientifique, qu'on était en train d'inventer un nouveau risque, une nouvelle catégorie de risques aussi. Buñuel, en 1972, attirait les spectateurs avec un film qui s'appelait Le charme discret de la bourgeoisie. Vous avez dû lire ou vous avez vu sur les étals qu'aujourd'hui Julia Enders attire ses lecteurs avec le charme discret de l'intestin. C'est aussi une preuve que le monde change. Aujourd'hui, on ne prononce plus le mot bourgeoisie. Autrefois, on n'avait même pas en tête de dire microbiote. Voilà, la société se propose constamment de nouveaux objets, de nouveaux problèmes. Quand le péril croît aussi ce qui sauve. Quand les problèmes apparaissent, croissent aussi les solutions pour essayer de les traiter. Et on a le sentiment là que voilà, on raffine une fois de plus la capacité de la société à se fabriquer des risques alimentaires, mais qui sont aussi des façons pour elle d'améliorer son bien-être, d'essayer de tendre vers une situation plus équilibrée, plus socialisée, etc., etc.
Quatrième point, et je pense alors que si on le suit de façon prospective, puisque le centre que je dirige est un centre d'études et de prospective qui fait aussi de l'évaluation, mais je crois qu'il faudra suivre, alors là en sociologue, en anthropologue ou en historien, comment cette question du microbiote va renforcer le rapport individuel à l'alimentation, va engager de nouvelles peurs et de nouvelles angoisses, va encore plus diététiser et médicaliser cette alimentation, la politiser, multiplier les risques, etc. Mais j'ai compris qu'en gros, c'était Smurf ou non-Smurf, that is the question. Hein, c'était ça. Bon, on verra demain. Hein, Quatrième point qui m'a frappé dans tous les exposés, c'est l'idée d'une segmentation de la société. Segmentation de la société en termes de groupe, en termes de classe, en termes de strates, alors voilà des mots qui périclitent un peu, qu'on voit de moins en moins, en termes de religion, en termes de culture, de lieu, d'organisation, de statut. On croit vivre dans une société, on dit « je vis dans la société française », c'est complètement faux d'un point de vue sociologique. On vit dans des parties que l'on traverse temporairement, avec des coprésences passagères, avec des individus qui nous sont proches, mais personne ne vit jamais dans une société et dans un grand système social. On vit dans des parties qui nous sécurisent, dans des mondes que l'on fabrique, et j'ai eu le sentiment aujourd'hui qu'au fond, ces habitudes alimentaires, ces régimes, ces pratiques, ces traditions, ces recettes, ces goûts étaient un formidable et un puissant processus qui participait à cette segmentation de la société. Ça a été dit à travers le bouquin de Fischler sur les alimentations particulières, mais on sent bien comment dans l'alimentation, on se donne une position, on se pose, on s'impose, on se définit, on se donne un statut, on se pose en s'opposant à ceux qui ne mangent pas la même chose que moi, et il y a une variabilité des actes, il y a une variabilité des comportements, mais on a bien vu aussi tout au long de la journée comment il y avait une variabilité des justifications, une variabilité des idéologies, c'est-à-dire de tous ces discours où des mots renvoient aux mots sans jamais se référer à la réalité, une variabilité des opinions, des valeurs, des croyances, des rationalisations. Je fais ça non pas parce que je dois le faire, mais je le fais parce que je crois que les autres attendent que je le fasse. Je mange ceci parce que je suis incapable scientifiquement de savoir si c'est vraiment bon, mais ce que je sais, c'est que je crois que ceux qui m'apprécient attendent que je le fasse. Et ça peut être au fond assez puissant pour guider mes comportements alimentaires. Donc, on a bien vu aujourd'hui comment l'alimentation était un lieu d'expression des particularismes, des positions, des différences. Alors non plus au sens d'une distinction à la Bourdieu, où on avait un habitus, une classe, un capital social, où on était pour la vie ce que les parents avaient fait de nous, où on avait une sorte d'héritage impondérable. Non, de façon aujourd'hui beaucoup plus labile, à travers des mécanismes de conformisme, d'anticonformisme, de négociation d'altérité, de spécificité aléatoire. On n'a plus un destin pour la vie, on a des expériences. Et comment on peut être, à un moment donné, vous l'avez dit, avec le flexitarisme, on va manger comme si pendant telle semaine, on va manger comme ça tel jour, après on va être dans un autre comportement. Voilà, l'alimentation est un excellent révélateur de ce flexitarisme social qui la déborde largement et qui est aussi une énigme pour beaucoup de sociologues. Voilà, comment faire tenir une société d'individus qui croient qu'ils sont autonomes, qui ne le sont jamais, qui croient qu'ils mangent en fonction de leur goût, mais qui mangent en fonction des goûts socialisés. Hein. Et on a là, je crois, un très bon moteur pour analyser les transformations longues de la société. On l'a dit, végui, foie gras, pas foie gras, allergie, pas allergie, mon gluten, ton gluten, mon ceci, ton cela, etc. C'est aussi le moteur et le ciment d'une société au quotidien. Cinquième point, au-delà des particularismes sociaux, on a bien insisté aussi, plus ou moins selon les exposés, mais sur l'individuation, sur l'individualisation, et comment l'alimentation est au cœur de cette fabrication d'un individu contemporain qui veut dépendre des autres mais pas trop, qui veut être libre mais ensemble, qui veut être associé mais avec des relations réversibles, qui veut s'engager mais sans être contraint, etc. etc. Et on sent que l'alimentation... Alors là, je vais peut-être un petit peu loin par rapport à ce que j'ai entendu, mais comme j'avais le sentiment que ça confirmait ce que je croyais, je fais comme si les gens l'avaient dit vraiment. On sent que l'alimentation est aussi un registre d'expression d'une modernité qui ne peut peut-être pas s'exprimer sur d'autres registres.
On est dans une culture qui rencontre peut-être un problème avec ça. On est dans une société qui rencontre peut-être quelques problèmes avec sa culture, avec la modernité de ses cultures. C'est pas évident que de coller constamment à la musique d'avant-garde, à la peinture contemporaine, à l'expression, à la pointe avancée du futur dans le présent, et à la façon qu'a la contemporanéité de se révéler sous nos yeux. Et alors qu'à certaines époques, pour les couches moyennes supérieures, urbaines, salariées, plutôt dynamiques, on sentait bien que le jazz, la musique, le cinéma, la photo, le diplôme, le salaire, la capacité à consommer dans les grandes surfaces ont été des marques de distinction individuelle. On sent depuis 10, 15, 20 ans que l'alimentation est aussi un moteur à distinction, un peu comme le vêtement ou comme la mode vestimentaire. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es. J'ai pas écouté le marteau sans maître, mais au moins je suis sans gluten. Voilà. Moi aussi, un jour, j'achèterai du fenouil. Voilà. J'en suis capable. Voilà. Moi, bon, voilà. Et alors, je le dis sous une forme humoristique parce que je pense que tout le monde est un petit peu fatigué, mais je crois que c'est aussi ça, le fonctionnement au quotidien d'une société où l'alimentation est un registre de modernité, où l'alimentation est un support d'attitude, où l'alimentation est un support de notoriété, d'exemplarité, et où on lui fait jouer de plus en plus, alors consciemment ou inconsciemment, ce rôle de preuve. La preuve que je suis de mon temps, c'est que je mange comme ci et comme ça. La preuve que je compte, c'est que je fais comme ceux qui comptent. La preuve que j'existe, c'est que j'adopte les nouveaux registres d'existence offerts par la société. Et au fond, bon, je mange comme ça en étant strictement incapable de savoir si c'est bien pour mon corps, parce qu'il aurait fallu que je fasse de la médecine prédictive, que j'envoie mon test de salive aux États-Unis, que je m'ausculte avec des outils dont je ne dispose pas, mais on est dans un jeu de rôle et d'attente de rôle. Je mange ceci parce que je pense que c'est bien pour moi et surtout parce que je crois que c'est ce qu'il faut manger compte tenu de ce qu'attendent les autres par rapport à moi. Autrement dit, je ne fais pas ce que je pense devoir faire, mais je fais ce que je pense que les autres attendent que je fasse. Voilà. Je ne mange pas forcément ce qui est bien physiquement, physiologiquement, biologiquement, scientifiquement et objectivement, mais je mange ce que je pense qui est bien pour avoir un degré de satisfaction suffisant pour avoir l'impression de partager un moment de vie dans une société avec les autres. Alors on pourrait aller beaucoup plus loin dans tout ça, mais je pense que vous avez compris l'idée et le côté essentiel de la chose. Sixième point, je pourrais donner l'impression d'en rajouter, mais tout le monde a dit depuis le début, Monsieur Le Cerf ce matin jusqu'au dernier exposé tout à l'heure, c'est qu'il y a une surabondance de discours sur l'alimentation. Une multiplication des paroles, une multiplication des moulins à paroles, une accumulation d'expertise, de légitimité, de choix, d'injonctions, de prescriptions, d'arguments d'autorité, de discours médiatiques. Il y a une explosion discursive sur l'alimentation, parce que c'est facile aussi, parce que justement on l'individualise, parce qu'on lui fait supporter plein d'injonctions symboliques, parce qu'on en fait quelque chose qui est déterminant pour notre avenir. Dans une société sécularisée, croyant de moins en moins en Dieu, la santé est fondamentale. J'ai cette vie-là, j'aurai peut-être pas de vie après, donc quand même il faut que je la protège. Donc la santé rentre dans un champ de développement durable, de bonne santé, de bon entretien de moi. Être moderne aujourd'hui, c'est faire attention à soi pour durer le plus longtemps possible. Les raisonnements auxquels ne pouvait pas accéder un prolétariat dominé. Donc il y a tout ça dans l'alimentation. Et dans tous ces moulins à paroles, chacun voulant détenir une vérité, mais finalement on réduit ni le nombre des malentendus, ni le nombre des malentendants. Et il y a au contraire une sorte de cercle vicieux où plus on introduit des discours, et plus ces discours atteignent des objectifs contraires à ceux qu'ils souhaitaient. Cercle vicieux, pas au sens de Ionesco, qui était un sens tout à fait joli aussi, qui disait « prenez un cercle, caressez-le, il deviendra vicieux ». Bon, là, c'était autre chose. Là, c'est un cercle vicieux au sens de la systémique sociale ou de la sociologie. C'est plus il y a de règles du jeu, plus on veut réglementer, et plus il y a de jeu sur les règles. Donc plus vous voulez produire de quoi normer,
et plus vous créez de la marge par rapport à la norme. Donc à chaque fois qu'on veut contrôler mieux, on crée les conditions d'un contrôle inférieur. Plus la science cherche, plus, alors ça c'est banal, plus elle découvre ce qu'elle ne sait pas. Qui accroît sa science, accroît sa douleur. Plus on veut essayer de synthétiser des discours dans un observatoire, et plus on crée les conditions de l'émergence d'un nouvel acteur qui dit il faut que je synthétise à un niveau supérieur ce qui a été dit. Et puis Nicolas Bricas a dit bon oui ça c'est un problème, et parce que pourquoi c'est un problème? Parce qu'on est tous aujourd'hui au fond surinformés, le niveau monte. Il y a une ouverture considérable des sources d'information et de leur capacité à nous influencer. On est tous des ignorants surinformés. On est tous des sachants incertains. Face à l'alimentation encore plus. Plus on essaye de nous informer et plus les zones d'incertitude se développent. Et donc Nicolas Bricas disait il va falloir retrouver des capacités pour apaiser et restaurer la confiance. C'est à peu près ça que tu as dit. Et alors là, je ne crois pas. Je crois qu'on est condamné à vivre dans une société de plus en plus complexe. Je crois qu'on est condamné à vivre dans une société qui dira, qui portera, qui diffusera un nombre toujours croissant de discours sur l'alimentation, comme elle tiendra des discours toujours plus nombreux, raffinés sur d'autres aspects de la société, et qu'il ne faut pas imaginer qu'on va trouver une capacité à synthétiser, à intégrer, à réduire la complexité. Je pense qu'il faut au contraire, en termes prospectifs, tirer toutes les conclusions de cette dynamique structurelle de tendance longue. Comment faire demain pour manger bien, en sécurité et de façon pacifiée, dans une société qui très certainement ne tiendra pas moins, mais au contraire plus de discours, encore plus raffinés, encore plus contradictoires. Il fallait manger de la viande rouge, il faut maintenant faire attention à ne pas en manger. Il fallait manger du poisson, il faut faire attention aux métaux lourds. Il fallait boire du lait, il faut moins boire de lait. Il fallait faire ceci. Voilà, on est dans une obsolescence programmée des vérités, et il y aura une obsolescence encore plus évidente des discours. 7e point que j'ai noté, ça ira plus rapidement pour les autres, c'est action publique, politique. On est parti d'un sujet extrêmement psychique, psychologique, individuel en tout cas. Je suis ce que je mange. Et immanquablement, on a, dans beaucoup d'exposés, dérivé vers la chose politique. Nicolas a dit tout à l'heure que l'alimentation avait été pendant très très longtemps, au fond, quelque chose qui allait de soi. Moi, je dirais que c'était une affaire privée. C'était une affaire privée qui ne sortait pas de la sphère privée. On mangeait sur place, dans du local, au rythme des saisons, avec des niveaux de contraintes extrêmement élevés, de sociétés immobiles, rurales et compatissantes. On était dans la famille, le religieux et dans la prescription bien connue d'une civilisation rurale multiséculaire, voire multimillénaire. Aujourd'hui, l'alimentation accède, alors aujourd'hui depuis déjà un certain temps, avec des rythmes variables d'ailleurs selon les pays, selon la prégnance du privé, du public, de l'État, des collectivités locales, selon le fonctionnement de la société, mais on sent bien comment aujourd'hui c'est plus une affaire privée, ça devient un problème public, et comment en devenant un problème public, il y a une multiplicité de nouvelles questions qui se posent. Avec cette évolution. 8e remarque, ou 8e ensemble de remarques, le futur a été très absent. Heureusement que l'épigénétique, à la fin, nous a propulsés dans un au-delà. Mais on a eu des remarques intéressantes et très intéressantes sur le passé. En particulier, à un moment donné, ce matin, à propos du Mexique, quand la question a été posée, c'est quoi la tradition alimentaire? C'est quoi une tradition alimentaire? Et puis la conclusion, alors il n'y a pas eu beaucoup de discussions dessus, mais la conclusion a été que c'est extrêmement difficile de définir une tradition, surtout une tradition alimentaire. Et je pense même qu'une tradition, c'est le résultat du jeu rarement innocent de la mémoire et de l'oubli, que c'est le résultat de rapports de force, de rapports de domination, c'est le résultat de réinterprétation et d'imagination, que c'est la cristallisation collective de croyances et de préjugés, et qu'au fond, la tradition, ça n'existe jamais.
Il y a jamais, c'est pas la pizza qui a envahi le monde, c'est pas le hamburger qui a envahi le monde, c'est pas le café qui a envahi le monde. Ça a été constamment des hybridations de traditions particulières réactivées par des modernismes spécifiques qui ont cru refabriquer La tradition, c'est ce qu'aujourd'hui je fabrique comme image du passé. Hobsbawm, dans un bouquin qui s'appelle L'invention de la tradition, l'a extrêmement bien décrit. La tradition n'existe pas. La tradition, c'est le regard contemporain sur ce qui aurait pu se passer hier en fonction des cadres intellectuels que je me donne. Donc il y a vraiment eu une énigme qui serait très récente à creuser d'ailleurs. Comment on invente les traditions alimentaires? Comment on réinvente les traditions alimentaires? Comment on refabrique à travers des relectures intéressées et biaisées des reconstitutions de passés légitimes ou illégitimes qui donnent du sens à des présents vécus. Après le passé, on a parlé du présent, mais alors le problème du présent, c'est qu'il s'en va au fur et à mesure qu'on discute. Dès demain, on aura oublié une partie de ce colloque fort intéressant, parce que d'autres choses sont venues resaturer notre esprit, puis après-demain encore, et puis on reçoit tellement d'informations par jour qu'on a le sentiment que le présent, c'est évanescent, que le présent, c'est superficiel. Et au fond, le passé, puisqu'il est dépassé et du passé, et puisque le présent n'est qu'un instant, de quelques jours, de quelques semaines, voire de quelques mois, il me semble qu'on devrait plus parler du futur, parce que paradoxalement, la seule chose qui nous appartient, la seule chose qu'on pourra faire ensemble, c'est le temps qui n'est pas là. La seule obligation qu'on a tous ensemble, c'est de ramer pour fabriquer la société de demain, la préparer en se préparant à elle. Et voilà, c'est une accroche peut-être pour un futur colloque, qui remplirait alors là non pas 2 amphis, mais 3 amphis. Hein. Mais je crois qu'on bute constamment sur la définition des traditions alimentaires, sauf à dire que ce sont des récréations dynamiques. Le présent est bref. Le futur, en revanche, a cet aspect paradoxal d'une non-existence qui nous oblige à coopérer, d'une obligation morale de se donner un alibi de fabriquer demain pour être capable de vivre les jours qui vont nous amener vers demain. Et j'ai été un peu surpris d'ailleurs que ce futur soit peu présent, sans jeu de mots, dans le colloque d'aujourd'hui. 9e point, et j'ai presque fini. 9e point, il y avait un sujet imposé, je suis ce que je mange. Les bons exposés ont fait qu'on a débordé le sujet pour aller vers d'autres sujets parce que il n'y a rien de pire dans un monde scolaire de dire à quelqu'un qu'il est scolaire. Donc pour bien traiter un sujet, il faut faire semblant d'être scolaire sans l'être. Et donc c'est en traitant le sujet sans le traiter qu'on a vraiment la meilleure note. Donc tous les exposés ont traité le sujet sans les traiter. Donc le colloque a traité son sujet en traitant d'autres, ce qui est tout à fait normal. Mais il en a traité d'autres parce qu'il avait proposé un bon sujet au départ qui permettait d'aller vers d'autres. Et moi j'ai trouvé extrêmement intéressant, mais ça c'est le propre de cette chaire UNESCO, Alimentation du Monde. Et puis c'est certainement aussi très propre à l'équipe dynamique qui l'anime, mais j'ai eu le sentiment qu'on était toujours autant et aussi intéressant quand on débordait des sujets pour aller à côté, quand on était sorti du chemin pour aller dans les ornières. Et c'est toujours au bord des choses qu'on apprend. Lévi-Strauss parlait de bricolage intellectuel, pour dire qu'il y a la chasse scientifique aux idées, et puis il y a le braconnage, il y a les belles démonstrations du savoir, et puis après, il y a ce qu'on en fait en testant des idées qui sortent de la science normale. Il y a les disciplines, et puis il y a le bord des disciplines, et puis il y a ce qu'on fait quand on rencontre le bord des disciplines. Et j'ai le sentiment aujourd'hui qu'on était souvent aussi intéressant et pertinent quand on était dedans et quand on était dehors. C'est toujours à la frontière des concepts que se fabriquent les idées nouvelles. C'est toujours à la frontière des systèmes que sont les marges d'innovation. C'est toujours à la limite des mondes constitués et des noyaux durs que sont les marges de transformation d'une société. Et donc, moi, je voudrais rendre hommage à cette chaire pour justement avoir autorisé ce braconnage en même temps qu'avoir autorisé la construction sérieuse de discussions à travers des disciplines qui sont mises en concurrence, qui sont mises en discussion. Je crois qu'il y a plein d'autres lieux où ça n'aurait pas pu se faire. Et je crois que c'est extrêmement intéressant que passer de l'an 8000 au microbiote de la souris.
hein. Je ne dis pas que c'est simple, mais on peut essayer de faire le saut de la malnutrition chronique, hein, dont vous avez parlé, aux menus spéciaux en restauration collective. Bon, j'ai eu l'impression d'une journée à la Montaigne, à Sceaux et à Gambade, comme il disait, où on a risqué des approximations qui sont toujours riches d'enseignements. Encore faut-il avoir le cadre qui le permette. Et puis mon 10e point, parce que j'en cherchais 10, mais parce que j'étais dans une sorte d'obligation rationnelle cartésienne un peu stupide, et ne trouvant pas étant pris par le temps, je me suis dit que ce qui résumait le mieux au fond cette journée, c'est une belle citation de Lévi-Strauss, c'est que un aliment n'est pas seulement bon à manger, mais aussi et surtout bon à penser. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je vous retiens très très peu de temps juste pour terminer cette journée. Bruno, un grand merci pour reboucler avec votre introduction. Moi, je suis ni fonctionnaire ni scientifique et d'une manière générale, je nourris pas vraiment de complexe vis-à-vis de ces deux catégories. Mais là, très franchement, je m'abstiendrai de tout ajout à cette vraiment brillante conclusion. Je vous remercie vraiment. Et je retiens bien cette idée de braconnage, parce que c'est pour moi un très bon résumé de la manière dont on pense cette journée et dont on essaie de la composer. Donc juste pour vous dire que personnellement, moi j'ai pris énormément de plaisir à la suivre cette journée. Vous me direz c'est assez logique quand on l'a organisée, sauf qu'en l'occurrence on compose une mise en scène avec des intervenants qui ont la gentillesse de venir nous rejoindre ici à Montpellier. Et évidemment on ne sait jamais comment ça va se passer le jour de la Générale. Et là en l'occurrence, je dois dire que ça s'est vraiment passé brillamment, tout à fait à la hauteur de nos espérances, même très au-delà. Donc vraiment, je remercie très chaleureusement tous les intervenants du jour et à qui je souhaite un bon retour chez eux et surtout de continuer. Et on vous sollicitera très certainement sur d'autres occasions. Donc vraiment, un grand merci à vous tous. Très vite, pour ne pas m'étendre, un merci aux étudiants du Master IPA d'innovation et politique pour une alimentation durable qui nous ont très sympathiquement épaulés et aidés toute la journée. Ils étaient en rouge, très sympathiques. Un merci à Laure, qui ne l'a certainement pas entendu ce matin, mais qui, vous l'avez vu à l'accueil, et toute la journée s'est activée dans tous les sens pour faire que ça glisse toute la journée. Donc merci beaucoup Laure. Et puis merci à vous tous d'être venus nombreux et puis de fêter avec nous ce 5e anniversaire. Cochez déjà sur votre agenda le dernier vendredi de janvier 2017. Ce sera ici, on sera ensemble sur un sujet encore à choisir, les traditions, pourquoi pas, ou d'autres. En tout cas, un grand merci à vous tous. Bon retour par chez vous et bon week-end.